J'ai une petite remarque à faire ici, c'est que sur nos anciens avions, sur les anciens avions, là il s'agit ici d'un ancien avion allemand, l'ancien avion allemand qui a été conçu pendant la Première Guerre mondiale, notamment entre les années 1917 et 1918, environ 325 unités ont été construites comme ceci. Là, avec cette spécialité-là, avec un bombardier en avant, un petit trou ici, littéralement pour lâcher des bombes à travers, une mitrailleuse là, puis vraiment des bombes, juste de quoi accrocher, des bombes, juste par-dessous, juste en dessous. C'est assez atypique, je pense. Et d'un côté, par son Peacemaker, Peacemaker Belanca, Peacemaker Belanca, 1938. Là, nous sommes en 1938. Pacemaker fait partie d'une famille d'avions issus des très efficaces Wright Belanca de WB-1 et WB-2. Ces avions et leurs descendants établissent des records de distance et d'endurance puisqu'ils peuvent transporter beaucoup de carburant pour leur petite taille. Le Canada importe environ 20 Belanca dans dans les pacemakers à la fin des années 1920 et au début des années 1930. La RC en achète 7 pour des travaux de cartographie aérienne. Puis 6 autres construits par Canadian Vicker à Montréal. En tout, environ 185 avions de la famille du pacemaker sont construits. Oh. Et plus le temps passe, plus les moteurs grossissent, prennent du poids. Là, c'est ce qu'on appelle euh, des avions. J'ai oublié le nom, l'expression en question. Je donne une expression. Un avion de balade, en quelque sorte. Un avion de balade. Là, ici, on a toujours. Là, c'est un avion allemand qui est quitté de ceci à ceci. Parce que là, si vous prêtez bien attention sur celui-ci, ce modèle-ci, si vous prêtez bien attention aux détails, là, on n'est pas encore sur du métal. Il s'agit ici d'une couche de cuir, un peu comme le matériel utilisé pour des. Oh mon Dieu. J'ai oublié. Pour des tapis qui est recouvert par un produit qui, qui le rend encore solide mais inflammable. Donc, l'avion pouvait à tout moment se transformer, s'auto-brûler en arme elle-même. C'est un peu ça. Là, on a un tout autre avion là, avec l'hélice qui est là, qui est juste énorme. Juste énorme. Et puis là, on arrive sur du métal, le tout premier avion euh, avec une coque métallique.
Premier avion entièrement métallique à être produit. Le Junker J1. Le Junker J1. Il s'agit ici d'un avion allemand. Le Junker J1 marque une importante transition dans la construction des aéronefs. Avant sa production, presque tous les avions sont faits de bois et de tissu, matériaux relativement fragiles, jetant son premier vol en 1917. Cet appareil est doté d'une structure métallique. Les ailes et la queue sont recouverts d'aluminium. La moitié, la moitié avant du fuselage se compose de plaques, de plaques d'acier, et de moitié arrière d'aluminium. Sa construction se rendant incroyablement robuste et résistante aux tirs venant du sol. Il convient tout à fait au vol d'observation à basse altitude et à l'attaque du sol. Seuls 227 JJ seront produits. Seuls 267 JJ seront produits. Donc, là, vous avez en face de vous, ici, vous avez en face de vous le tout premier avion de fabrication mécanique métallisé avec un assemblage métallique. Avant, on utilisait juste du bois et du tissu, juste du métal. Là, on est en 1947, 1917, 1917, 1917. Il était quand même en vrai petit état, avec l'aluminium au niveau des ailes. Là, on a de l'acier, si on regarde bien, l'acier de l'acier. Au niveau de la coque, du cockpit, c'est de l'acier. Puis, encore une fois, on regarde, si vous regardez bien, au niveau du cockpit, on n'a pas de toit, on n'a pas de corps fermé, non, c'était pas recouvert en fait. Le pilote, là, est toujours exposé à l'air, exposé dans les airs. Exact. Le Gotha GV. C'est quoi ce truc? Waypoint is wing out and encore une avion de fabrication allemande. Dont la torche des aircraft. Je sais pas aux aéronefs. Fokker. Le Fokker DV. Le Fokker D5. Symbole des sorts. C'est ici du symbole. Le symbole. Le symbole. Le symbole de l'essor des agents de chasse de la Première Guerre mondiale. En 1917, Fokker participe au tout premier concours de design d'avions de chasse des forces aériennes allemandes. Fokker gagne le concours de le 17 s'avère être le premier avion tous les points, à tous les points de vue avec sa cellule robuste, la maniabilité de son excellente performance
Les premiers D7 entrent en service en avril 1918 et sème bientôt la graine parmi les équipages alliés. L'armistice signé en novembre de la même année fait la liste des technologies que doit céder l'Allemagne et le seul agent dont le nom est inclus expressément. Oh, si je comprends bien, alors en 1917, l'Allemagne est appelée à céder ces technologies aux Alliés pour en fait, dans le but de démilitarisation, de se démilitariser, en fait. C'est un peu ça. Sauf with sniper. Sauf with sniper. Là encore, on a une petite coque qui est juste là. Je vais vous montrer ça. En 1917, Sowich se met à la conception d'un avion pour remplacer le Camel, l'un des agents de chasse standard du Royal Flying Corps. William Gerard Baker, one of First World Wars, un des pilotes de chasse les plus remarquables de la Première Guerre mondiale. William George Baker. William George Baker. Là, il s'agit d'une nation des Alliés avec, on reconnaît le bleu, blanc, rouge de la France. Auschwitz Ships. La puissance aérienne au-dessus des flancs. Vers la fin des Premières Guerres mondiales, le Royal Naval Air Service possède des aéronefs basés à terre, des hydravions et des avions pouvant décoller de navires de guerre. En 1917, la RL a décidé de remplacer des avions basés sur des navires par Sopwith Camel, l'un des avions de classe britannique les plus utilisés de l'époque. Camel est modifié et l'appareil qui résulte muni d'un court fusionnage arrière et détachable.
Oui, il m'a l'air d'être donc en très bon état. Il m'a l'air encore en très bon état. On voit deux petites mitraillettes juste là. Je sais pas si vous voyez avec moi la petite mitraillette. C'est une mitraillette juste là. Et sur le toit. C'est assez particulier.